Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, ce ne sont pas les auditeurs de Radio Clapas auxquels je m'adresse, c'est le public de la librairie Sorams qui vient assister à une rencontre avec Gaspard Koenig. On verra si on dit Koenig ou Koenig, à propos de son dernier livre paru en janvier 2026, qui fait donc partie de la rentrée littéraire de ce mois-ci et qui va nous parler de son livre « À quoi ?», qui est paru à l'Observatoire. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. C'est effectivement Koenig parce que la légende familiale veut que ce soit un nom alsacien. Ouais. En alsacien, on dit Ig et Paris. Voilà. Voilà. Ce sont des origines bien lointaines maintenant. Voilà. Et ça veut dire roi quand même. Hein. En fait, ça veut dire, pas vraiment, ça veut dire le roi de la foire. Parce que, évidemment, les rois, Ludwig II, etc., ils ne se faisaient pas appeler Ludwig Koenig, c'était Ludwig II. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que ceux qui s'appelaient rois, et ça vaut pour les rois en France, c'est ceux qui étaient les rois de la fête, donc un peu les clowns du village. Voilà, ce qui finalement me rassure. Tout un programme. Et je ne sais pas si je crois beaucoup à enfin, en tout cas, non, il y a toute une science de l'épigénétique qui se développe, qui montre que les caractères acquis se transmettent. Donc peut-être qu'il m'en reste quelque chose, on me dira à la fin de cette rencontre. Voilà. Donc, je vais vous présenter un petit peu pour le public peut-être qui est un peu informé, mais aussi pour les auditeurs qui peut-être le sont moins. Donc, vous avez 43 ans aujourd'hui, c'est un âge qu'on peut encore tout à fait avouer. Vous êtes philosophe, essayiste, romancier et même homme politique français, hein, il y a un petit moment. Vous êtes l'auteur d'une quinzaine d'essais et de romans. Hein. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Hein. Voilà. Président du groupe de... Non, mais tout ça, c'est fini. Pardon ? Faut vraiment tuer cette fiche Wikipédia. Alors on la tue. Un jour ou l'autre, mais c'est vraiment terrifiant. Et alors on la tue. On passe à 2021. J'espère que le petit Robert va renaître de ses cendres avec des gens qui savent hiérarchiser l'information et la vérifier, parce que Wikipédia, dont on dit beaucoup de bien et qui est un très beau projet, dans mon cas, est vraiment absurde. Il faudrait que je m'en occupe, mais j'ai pas le cœur à ça. En tout cas, voilà, tout ça, c'est fini. Ça fait 4 ans que j'y suis plus. Voilà, donc en 2021, vous avez quand même créé un mouvement politique qui s'appelait Simple et qui avait pour objectif de diviser par 100 le nombre de normes législatives et réglementaires. Ça fait rêver. Hein. Et en 2022, vous avez été candidat à l'élection présidentielle avec un succès d'estime, on va dire. Mais vous êtes surtout un philosophe, un essayiste, un cavalier aussi. Hein, puisque vous avez traversé une partie de l'Europe à cheval et vous avez défendu la simplicité administrative comme un combat un peu existentiel, il faut bien le dire. Vous avez rappelé que la liberté se pratique mieux sur les chemins que dans les formulaires et vous avez vous continuez de promouvoir une approche de l'agriculture bien différente de celle portée par l'Assemblée nationale. Voilà. Oui. Est-ce que tout ça est juste? Hein? Oui, ça, tout à fait. Voilà. Alors, dans vos livres, Voyage d'un philosophe au pays des libertés, La fin de l'individu ou l'agrophilosophie, vous plaidez pour une société décentralisée. Ça, je crois que ça reste vraiment, ça, là pour le coup, c'est complètement d'actualité, plus rustique, moins connecté, où on accepte de se perdre un peu mieux pour se retrouver. Alors, ce livre, il fait suite un peu, même complètement, à un best-seller qui est paru en 2023, Humus, qui a obtenu 3 prix littéraires, dont l'un des 3, c'est-à-dire le prix Jean Giono, puisqu'il y a eu aussi le prix Interallié et le prix Transfuge, celui-là où vous êtes allé, je crois, droit au cœur. Oui, vous avez raison, c'est vrai, le prix Giono était important pour moi parce que c'était vraiment l'auteur qui a accompagné mon adolescence. Et un des 2 auteurs, je pense, que j'ai vraiment lu intégralement. Et puis, à l'occasion de ce prix, j'ai pu rencontrer la fille de Jean Giono, Sylvie Giono, qui raconte beaucoup de choses très intéressantes sur son père et puis qui a les mêmes yeux que lui. Donc c'est assez fascinant de de la rencontrer. La première fois, j'étais très ému. Alors, après Humus, il était question de la terre, des vers de terre. Et avec ce nouveau roman, À quoi, donc qui est paru à l'Observatoire, ce 400 pages quand même, un peu plus, hein, cette fois-ci, vous parlez de l'eau. Hein. Et comment est-ce que est arrivée cette idée d'écrire un roman à partir d'abord de ces 2 éléments que sont la terre et l'eau, et on peut imaginer qu'il va y avoir bientôt le feu et l'air. Oui, là, je suis assez prévisible sur les prochaines années. Il me semble, en 2030 oui, voilà. Au moins. Et effectivement, c'est en écrivant Humus que je me suis rendu compte qu'au fond, je ne connaissais pas grand-chose d'abord à la terre. Et on se promène sur un sol sans savoir ce qu'il y a dessous. Et dessous, il y a une biomasse supérieure en fait à celle qui est au-dessus du sol, à la surface. Il y a plus de vie, de vivant, de diversité de vie et de quantité de vie
sous nos pieds, sur ces 40 cm d'humus, que parmi les grands mammifères, qui sont pourtant si impressionnants, qui captivent nos imaginations, mais qui en termes de biodiversité sont en fait assez négligeables. La biodiversité, elle se passe d'abord En dessous. sous nos pieds. Voilà. Et elle est encore très mal connue, puisqu'on connaît 1% des espèces du sol, et que dans une cuillère de sol, vous avez 10 milliards d'êtres vivants. Je ne dis pas est-ce que vous réalisez, parce que personne ne peut réaliser ce que c'est 10 milliards, et aucune IA n'est capable de modéliser 10 milliards d'êtres vivants dans une cuillère de sol. Donc c'est vraiment une matière incroyablement complexe, et qui est évidemment essentielle pour la vie, puisque la mission du sol est de retraiter la mort, en fait, de retraiter les organismes qui viennent se décomposer, de les manger littéralement, de les digérer, pour permettre à de nouveau ensuite d'émerger, de décomposer les molécules des corps carbonés pour en refaire des ingrédients qui vont ensuite nourrir une nouvelle chaîne de la vie, une nouvelle chaîne trophique. Donc voilà, et je me suis dit, mais en fait les autres éléments c'est pareil, l'eau de la cristalline là, qui est à côté de moi, que je ne touche plus maintenant, après avoir fait mes recherches, ou bien l'eau qui sort du robinet quand j'appuie dessus, d'où vient-elle, que contient-elle, pourquoi est-elle là, est-ce qu'on en aura encore longtemps, est-ce que c'est un acquis, tout ça on ne s'interroge plus, et en fait on est abstrait de notre milieu. On marche sur le sol sans savoir qu'il y a de la terre, on boit de l'eau sans savoir d'où elle vient, et pourtant on en est totalement dépendant, et le jour où il arrête de pleuvoir près de chez nous, et ben, au bout de quelques mois, quelques années ou quelques milliers d'années, ça dépend des géologies, on n'aura plus rien, au robinet, en particulier dans le bocage normand où se situe l'intrigue, de manière assez paradoxale. C'est pas parce qu'il pleut beaucoup que le réchauffement climatique n'a pas des conséquences très fortes sur le cycle de l'eau. Et en 2022, il y a un certain nombre de villes et villages qui sont passés très proches de la rupture d'approvisionnement en eau potable. On voit ça dans le monde aussi, le Cap en 2018, Téhéran très récemment. Et donc c'est pas, on n'est pas, enfin on a d'ailleurs il y a un rapport de l'ONU qui est sorti il y a une semaine, de 15 jours, sur la faillite hydrique de l'humanité, qui explique qu'on n'est pas en situation de crise qu'on pourrait réparer, mais en situation de faillite irréversible. 70% des aquifères se vident, et un aquifère pour le remplir à nouveau il faut 10 000 ans, donc à l'échelle de la civilisation humaine c'est plus possible, qu'on n'en a pas du tout encore pris conscience. Et qu'effectivement le réveil va être brutal, parce que là il s'agit d'éléments vraiment fondamentaux, vitaux. C'est bien joli d'avoir l'IA et ChatGPT, mais si on n'a pas d'eau à boire, ça va nous faire quand même reconsidérer nos priorités très rapidement. Et puis, pour chacun de ces livres, je discute beaucoup avec les scientifiques, alors les agronomes et les géodrillologues, spécialistes des vers de terre, trop méconnus pour humus, les hydrologues et hydrogéologues pour aqua, maintenant les botanistes et les mycologues, les spécialistes des champignons pour le suivant. C'est d'abord très sympa à faire comme recherche. Et puis ça ancre quand même mes romans dans une espèce de réalité scientifique qui reste aussi légère que possible, j'espère, au fil des pages, mais qui permet de ne pas écrire des histoires d'êtres humains entre eux, ce qui maintenant me paraîtrait quasiment obsolète en fait, mais de les intégrer à leur environnement dans la fabrique de la narration. Voilà. Alors, puisqu'on vous a animé par ces questions, hein, bon, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi un roman, et parce que vous auriez pu, même sans avoir des thèses complètement fermées, pourquoi un roman plutôt qu'un essai? Non, mais c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est qu'un essai quand même promeut une certaine vision. Donc c'est un peu agressif un essai en fait. On dit, il faut penser ça. Et puis, quand on a la technique, c'est assez facile de défendre un peu, je ne dirais pas tout et n'importe quoi, mais enfin, une fois qu'on a une idée, bon, on trouve les arguments, les objections, les réponses aux objections. Et c'est assez facile de s'enfermer dans un système de pensée, en fait, en pensant de manière conceptuelle. Donc, je vais vous donner un exemple très concret. Admettons que la thèse ou l'idée qui sous-tend ce roman, ce soit la gestion de l'eau à travers les communs, c'est-à-dire comment les gens peuvent s'organiser dans des formes de démocratie très premières pour discuter du partage de l'eau et en prendre soin. Bon, admettons que ça soit ça. On pourrait conclure un essai en disant il faut faire ça. Puis si vous ne faites pas, vous êtes con et puis c'est tout. Alors que dans un roman, mes personnages, c'est des personnages comme vous et moi, c'est des gens qui sont pas forcément très vertueux, qui sont pleins de contradictions, de vices. Particulier d'ailleurs dans ce livre, j'ai voulu justement les faire descendre un peu, aller À assez l'intérieur loin d'eux-mêmes, oui, assez loin. et même dans la noirceur de la nature humaine, de ne pas les épargner, en tout cas de ne pas en faire des idéalistes qui vont sauver le monde.
Mais du coup, c'est beaucoup plus compliqué parce que finalement, à la fin, je suis comme un expérimentateur. J'ai tous ces personnages-là qui ont certaines histoires personnelles, certains rapports à l'eau. Puis après, je les mets ensemble et j'essaye de voir s'il peut en sortir quelque chose, une action collective intéressante et profitable pour tous. Mais c'est pas gagné. Et donc, le roman, en fait, il est quelque part plus... D'abord, c'est beaucoup plus agréable à écrire, premièrement. Je pense que c'est plus aussi... Bon, c'est quelque chose qui est peut-être plus puissant parce qu'on tourne les pages et qu'on c'est plus s'attache à des ludique, en tout personnages. cas. Voilà. Puis on incarne les choses et puis on peut aussi se laisser aller à des moments de poésie ou à des moments d'exagération. Donc, c'est quand même... on fait vivre tout un monde, quoi. C'est moins austère, c'est moins aride. Mais aussi, on place les vivants, les vivants humains, face à leurs problèmes sans forcément y répondre, sans avoir la prétention de faire le tour des objections et des contre-objections, en laissant plusieurs chemins possibles. C'était vraiment le cas dans Humus. Je pense que c'est quand même le cas dans ce livre où c'est pas binaire. Enfin, on voit bien qu'il y a plusieurs options qui coexistent, mais chacune est confrontée à. Alors la seule honnêteté le seul devoir que j'ai vis-à-vis du lecteur, c'est que ces problèmes-là soient bien réels. C'est-à-dire que je mets dans les pattes de mes personnages la société telle qu'elle est, sur le plan administratif, sur le plan économique, sur le plan social, et puis je regarde comment ils se débrouillent avec ça. Et il y a beaucoup de livres d'écologie que je lis où, quelque part, les héros ou les chercheurs, si c'est des essais, se retirent un peu dans la nature et puis nous parlent du contact sensible avec le vivant. Bon, c'est très important, mais moi, ce n'est pas les livres que j'écris, il y a un peu de ça. Mais surtout, c'est comment est-ce que ces notions-là affectent notre société vraiment telle qu'elle est. Alors, il y a la société en grand, puis il y a cette petite communauté dans laquelle se situe le village, que certains de vos lecteurs, s'il y en a ici dans la salle, connaissent bien, c'est Saint-Firmin. C'est dans la Suisse romande, une Normandie... Romande. N'importe quoi. La Suisse romande, elle est de l'autre côté des Alpes. Donc la Suisse normande, donc une Suisse un peu dans la continuité du massif armoricain, hein, avec un sol granitique, c'est important. Et dans cette petite communauté, eh bien, la gestion de l'eau, ça devient une vraie question. Et alors quand même, au niveau du timing, vous êtes assez, je dois dire, chapeau, parce que les élections municipales, c'est dans 3 mois quand même. Ça ne vous a pas échappé? Ça ne m'a pas échappé, mais c'est vraiment hasardeux. Hein. La publication n'a pas été accrochée aux élections municipales, mais enfin, il se trouve que forcément, ça tombe bien puisque le livre commence par une élection dans un petit village avec, pour aller vite, 2 candidats, 2 listes qui s'affrontent, celle du neveu de Jobard, pour ceux qui ont lu Humus, qui est le gros agriculteur conventionnel du coin, celui qui possède un peu le village quoi, depuis plusieurs générations. C'est lui qui fournit l'emploi au village, c'est lui qui a le plus de terre. Et qui n'est pas avare de phosphate ni de nitrate. Voilà. Alors j'ai concentré la pollution sur les nitrates pour simplifier un peu les choses. Et c'est un village qui a toujours fonctionné un peu de manière autonome par rapport à son eau, puisqu'il est, alors pareil, c'est un cas un peu un idéal type, mais enfin il est en amont de sous-bassin versant, donc il a ses propres nappes, il ne dépend pas d'un autre village ou d'une autre source d'alimentation. Il a une vieille source, une source légendaire, mais enfin qui fonctionne toujours. Et les gens souvent ne savent pas que on est encore alimenté par des sources, ça paraît presque un autre monde, mais simplement on ne les voit plus parce qu'elles sont enfermées dans des ouvrages de béton pour les protéger, pour éviter les contaminations. Et l'eau, d'une certaine manière, elle est toujours locale. Alors voilà, elle est toujours locale. Et donc ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Elle peut être, les cycles de l'eau peuvent être de 10 000 ans ou de 3 mois, ça c'est sûr, mais vous buvez toujours l'eau qui est à côté de chez vous, et quand il ne pleut plus autour de chez vous, vous devrez déménager. L'humanité, c'est pour ça que l'humanité s'est installée dans les endroits où il y avait des sources de l'eau. Bon, et donc ce village, il fonctionne un peu de manière, disons, artisanale, avec cette source, une petite usine de traitement d'eau, et le maire a appris à s'en occuper, à changer la bonbonne de chlore, à remettre un peu de sable pour la filtration, un petit château d'eau, et hop, tout le monde a l'eau. Et donc Martin Jobard, le neveu, il arrive, il vient de Paris, il a fait l'ENA, il travaille à la Défense. Vous savez où est le ministère de l'Environnement à Paris? C'est quand même magique, moi j'ai découvert, à la Défense, il fallait vraiment y penser. Le ministère de l'Environnement à Paris, c'est la tour Sequoia. C'est incroyable, elle est en face de Total, et de l'autre côté c'est le périph'. Et vous rentrez là-dedans, il y a toutes les petites plaquettes des différents bureaux qui sont assez poétiques, parce que c'est biodiversité, fluviale. Plein de choses vertueuses. Voilà, et qui en fait, vous êtes vraiment dans une tour de bureau, et devant, il y a une espèce de sculpture en bronze qui est franchement un doigt d'honneur. Je ne l'interprète pas autrement.
Voilà, donc tout ça est très étrange. Mais Martin, donc il est là, il veut prendre le pouvoir dans le village, c'est le neveu de Jobard, et il leur dit, maintenant les amis, il faut se moderniser. Mais là aussi, Martin, il a quand même aussi une grande expérience de l'eau. C'est un monsieur haut Ah oui, quand oui. même. Hein. Il Non, mais il dit pas sait, n'importe quoi. voilà, il Il dit dit pas pas n'importe n'importe quoi, quoi. mais il parle et il pense d'ailleurs en langage analytico-administratif. Donc il dit, vous comprenez bien qu'il y a un sage qui relève du SDAGE, qui doit être conforme au SRADET. Et si vous n'avez pas compris ça, Bon, et c'est pas grave. C'est pas bien grave si sûr nous vient lecteurs on est d'ailleurs, perdus qui un peu vient là. bien sûr de la clé, qui est un autre acronyme. Et si vous n'avez pas compris ça, bon, je peux rien pour vous, mais faites-nous confiance. Hein, c'est ce qu'on fait. Si on a fait tout ça, c'est qu'il y a des raisons. Et donc, on va se moderniser, on va vous raccrocher au grand réseau, on va vous fusionner avec un syndicat, enfin, on va vous mettre dans un syndicat d'eau, transférer la compétence aux intercos, comme c'est la loi maintenant, à l'interco, comme c'est la loi maintenant. Puis comme ça, il y aura une grande usine d'eau et vous serez dans un grand circuit. Et puis, vous aurez de l'eau saine, ça sera mutualisé, ça sera très bien. Et, euh, et bon, les gens réagissent pas trop parce qu'ils disent bon, il a l'air de savoir ce qu'il dit. Puis de toute façon, on n'a pas le langage en fait pour répondre parce que on est humilié en fait face à un langage trop technique, trop savant. On ne sait plus comment s'exprimer. Et bon, de fil en aiguille, se crée une espèce quand même de réaction par rapport à ça. Puis il y en a un qui dit ouais, mais ça va être plus cher. Alors là, ça commence tout d'un coup à faire réfléchir les gens. Et puis il y a des raisons un peu plus profondes aussi. Il y en a qui tiennent à leur source, qui ont encore cette mémoire-là. Alors, c'est pas le cas d'ailleurs de l'ancienne du village, parce que je mets en scène une femme qui s'appelle Pierrette. Pierrette, qui a encore l'accent normand, on en trouve. Mais alors, elle est hors de question de retrouver la source traditionnelle, etc. C'est-à-dire l'ancien aujourd'hui, elle dit c'est le progrès, c'est le progrès. Elle a connu les maisons sans eau courante, elle a aucune envie de retourner à ce genre de truc, et donc elle trouve que ce que fait Martin c'est très bien et que c'est ça le progrès, et puis elle est très contente d'avoir déménagé dans un pavillon parce que c'est plus propre, et donc c'est assez marrant parce que les anciens aujourd'hui sont souvent à contre-emploi, c'est-à-dire c'est plus eux qui maintiennent les traditions. À l'inverse, celle qui veut maintenir les traditions ou les faire renaître, c'est la néo-rurale qui débarque en se disant Maria. ah Maria, qui vient de roumaine d'origine, qui a une thèse en sociaux, qui tient l'épicerie, qu'on retrouve dans Humus aussi, puisque je prends des personnages Oui, secondaires on les d'Humus retrouve. Oui. dont je fais des personnages principaux, et qui est un peu bon, qui est très pleine de bonne volonté, qui est un peu idéaliste, qui est plus poétique aussi dans sa manière d'être, dans sa vision du monde, et qui dit ah mais non, mais cette source, il faut la conserver, c'est l'eau du village, c'est magnifique. Et donc elle est élue sur un peu ce quiproquo. Et puis après, elle se retrouve face à la réalité humaine, c'est-à-dire que tous les gens qui étaient sur le groupe Facebook très volontaires, au bout de 15 jours, cessent toute activité. Et puis elle dit on va organiser des corvées communales, ça va être super. Elle se retrouve toute seule à désherber le cimetière. Elle a des problèmes avec cette eau, parce que quand même c'est finalement quand même un peu technique. Oui, et puis quand l'eau vient, elle finit par apprendre à la gérer. Elle apprend presque par cœur le code des collectivités territoriales et il y a vraiment du boulot. Et comment dire, elle est amenée, parce que dans cette Normandie qui a priori ne manque pas d'eau, eh bien l'eau va venir à manquer. Et là, l'eau, pour le coup, on est dans ce qui arrive dans ce village. Mais nous, lecteurs, on ne peut pas ne pas penser d'une manière un peu plus large à l'endroit où l'on vit, mais l'endroit où partout on a entendu parler de la pénurie et du manque d'eau. Parce que l'eau, on se soucie beaucoup de sa qualité, sa quantité, on pense qu'il n'y a qu'à ouvrir le robinet et il y aura pas de problème. Et quand elle est obligée de prendre des mesures forcément coercitives, parce qu'à un moment, il faut bien la rationner, il faut bien que Madame Norton, elle arrête d'arroser son jardin, il faut bien que, voilà, et quand elle est obligée de prendre des mesures coercitives, elle se retrouve seule. Voilà, l'exercice du pouvoir, là, c'est la solitude absolue. C'est aussi l'autoritarisme, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Elle a quand même le sens du bien commun, parce que si on veut ne pas mourir de soif, il faut quand même qu'il y ait un petit approvisionnement d'eau qui continue. Donc là, on s'aperçoit que rien n'est simple. Hein. En fait, l'eau, c'est vraiment l'élément à partir duquel on peut mettre en place la question démocratique. Et ce livre et cette miniature de village parcourt en fait un peu toutes les formes de gouvernance. D'abord le côté possesseur du village, c'est Jobard. Ensuite le côté justement qui verse dans l'autoritarisme, c'est Maria. Bon, on verra d'autres options ensuite à la suite du livre, on va pas tout raconter. Mais c'est l'élément premier de la démocratie, l'eau, parce que et c'est ce que je raconte dans la légende de Saint-Firmin. Saint-Firmin est un village imaginaire, cette légende est totalement imaginaire, mais je l'ai recomposée à partir de légendes normandes autour de l'eau que j'ai été retrouver. Parce qu'évidemment, c'est aussi un élément mythologique qui brasse tout un symbolique de la pureté de l'impur, qui se retrouve beaucoup dans le livre à travers d'autres personnages. Et donc,
J'ai perdu je méandre moi-même et je suis dans une zone humide dont je n'arrive plus à sortir. Voilà, le méandre, parce que Non, oui, la pente n'est la pas... démocratie, oui. Et donc, quand les gens allaient constituer des hameaux, ils allaient là où il y avait une source. Et donc, le premier objet de discussion et de délibération et d'engueulade, c'était comment on prend soin de l'eau et comment on partage l'eau, qui est la première ressource commune, avant même la forêt, les pâturages, parce que ça, c'est une question de survie quotidienne. On peut vivre 3 minutes sans air, 3 jours sans eau, 3 mois sans nourriture. Et donc, et puis c'est à partir de l'eau donc, que sont nés les premiers communs, c'est-à-dire ces manières de s'organiser de manière très autogérée, très démocratique. Donc c'est évidemment une question qui parcourt tout le livre. Et Maria, qui est si bien intentionnée au début, verse dans l'autoritarisme aussi parce qu'elle découvre un peu l'envers de ses concitoyens, notamment à travers une expérience particulièrement accablante pour elle, qui est la permanence de mairie. Les permanences de Je mairie. ne sais pas s'il y a des élus dans la salle, mais pour écrire ce livre, j'ai accompagné des élus locaux, enfin des maires ruraux dans leur travail quotidien. Il m'est apparu que la permanence de mairie à laquelle j'ai pu assister est vraiment l'équivalent du confessionnal aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens révèlent leur pire égoïsme sans filtre, sans pudeur, dénoncent leurs voisins, exigent qu'on abatte le chêne parce que les glands tombent sur leur gazon, etc. Et donc quand Maria entend tout ça, elle dit mais tous ces gens qui étaient si sympathiques en fait sont des horreurs. Et donc ces horreurs, il faut bien les contrôler du coup. Et puis à un moment donné, elle se met à prendre des arrêtés avec presque une forme de jouissance du pouvoir aussi. Donc c'est vrai que c'est en petit, parce que c'est un village de 500 habitants, mais en petit, on a un peu tout ce qui peut arriver dans toutes les facettes. Voilà, dans une Alors, démocratie. Dans une société. j'avais pas forcément prévu, mais j'avais quand même noté une permanence de mairie justement avec l'architecte. Je l'ai trouvé tellement drôle. Et puis, c'est vrai qu'il a l'air très sérieux, Gaspard Koenig, hein. Mais le livre est drôle et très très souvent très très drôle. Voilà, c'est vraiment important de le noter. Et là, vous allez vous en rendre compte. Voilà. Maria, donc elle a une permanence de mairie, et là on est avec Claire, une architecte néo-rurale qui vient s'installer. Résidence secondaire. Résidence secondaire. Comme Maria le redoutait, Claire lui raconte sa vie. Son enfance passée au piano, ses débuts de concertiste, sa reconversion dans l'architecture, ses contrats avec un prestigieux cabinet parisien et ses projets fous pour le nouvel opéra de Séoul. Vraiment un truc de dingue, insiste-t-elle. Maria doit même écouter les tourments sentimentaux de Claire, son divorce, ses déconvenues sur les sites de rencontres, ses doutes sur les hommes en général, son projet de congeler ses ovocytes pour ne pas stresser. Maria attend patiemment la suite en poussant des onomatopées pleines d'empathie. Car après le « bien sûr » vient le « mais ». Bien sûr, je ne suis pas une ploucasse, mais j'ai quand même un service à demander. Au milieu de toute cette agitation, j'ai vraiment besoin de calme, explique Claire. Mais voilà, la cloche de l'église à 7 heures du matin. Mais la cloche s'est coupée pendant la nuit, je crois. Encore heureux, dit Claire, en partant d'un grand rire mondain. 7 heures, vous en conviendrez, c'est vraiment tôt. Elle prend une mine de chatte qui exaspère Maria. 7 heures, c'est l'heure où, depuis des siècles, la journée commence pour les paysans. C'est aussi l'heure où Maria se lève pour faire le ménage dans l'épicerie. L'heure où Mathieu fixe les embouts de la treilleuse sur les mamelles de ses brebis. L'heure où les parents de Célim embauchent à l'usine. L'heure où Mimi pose sa sacoche dans le réduit qui sert de salle des profs. Impossible de me rendormir après, renchérit Claire. J'ai un sommeil terriblement difficile. Vous voudriez quoi? Couper la sonnerie de 7 heures? Oh, celle de 8 heures aussi, hein, ça serait tellement adorable, murmure Claire, en se tortillant de plus en plus sur sa chaise. Je vais en parler au prochain conseil, dit Maria, qui apprend vite. Voilà, c'était quand même pour donner la mesure de la manière dont vous écrivez. Parce que voilà, il y a quelque chose qui est jubilatoire, aussi bien pour le lecteur, mais je crois que ça l'a été aussi pour vous, c'est que tous ces personnages, ils vivent vraiment. Voilà. Vous les avez, je trouve, un peu plus approfondis peut-être que dans Humus, il me semble. Ça, je suis content que vous le notiez parce que ça a été un long travail avec mon éditrice, Oui. parce que c'était probablement ce qui pêchait le plus dans mes romans précédents. Il y a des auteurs qui partent des personnages, et qui donc, leur métier, c'est vraiment d'approfondir un personnage. Oui. Moi, je pars davantage d'une idée, et donc le défaut, c'est de laisser des personnages trop superficiels. Et on a beaucoup travaillé pour
pour les enrichir, pour les faire évoluer, pour les rendre plus concrets, plus en chair. Oui. Et alors, l'intérêt, donc, c'est de voir toute cette gestion de l'eau qui est quand même le cœur du livre, hein, mais de voir comment les paysages, les personnages la vivent et aussi comment ils évoluent. Voilà. Ils ne sont pas d'un bloc, Oui. ils ne sont pas, peut-être vraisemblablement comme vous, hein. Ils ne sont pas d'un bloc, ils partent pas d'un endroit où ils y restent, ils évoluent au cours du livre. Et ce qui fait que moi, quand j'ai lu ce roman, j'ai eu l'impression de relire, pas de relire, si, parce que je les ai tous lus dans mon jeune temps, de relire un Rougon-Macquart. J'ai eu l'impression qu'on était dans un roman de Zola, avec ces figures un peu typées, un peu caractéristiques, mais où chacun vit sa petite histoire, a des relations les uns avec les autres, et que tout ce petit microcosme qu'on trouve à l'intérieur du espèce de bistrot La Lanterne, mais aussi à la mairie, mais aussi dans le village, mais aussi à la source et tout ça, tous ces personnages-là font que le récit est vraiment vivant et que c'est un page-turner, votre livre. Et c'était un peu une surprise pour moi, je dois dire. Alors d'abord, c'est la première qualité que doit avoir un roman, et elle est un peu mystérieuse, et je suis toujours très inquiet de savoir si effectivement les gens... Moi, je lis parfois des livres que je trouve très bons, très bien écrits, très intéressants, mais que je pourrais reposer sans avoir envie de les reprendre. Et puis d'autres qui sont peut-être moins réussis, mais quand je me lève la nuit, je vais aller lire la fin du chapitre. Et donc il faut accrocher effectivement les gens avec des personnages sans essayer de trop complexifier, je pense, la narration. L'auteur se fait parfois plaisir en faisant des structures très sophistiquées. Mais au fond, la narration, ça doit rester ce que c'est chez Aristophane, c'est un problème, des héros, une tension, une résolution possible, et puis une solution, enfin, ou en tout cas un dénouement, quelque part. Mais je suis content que vous parliez des Rougon-Macquart, parce que je suis en train de les lire, moi, de les finir, pour le coup, en ce moment. Et c'est vraiment une source de... peut-être pas d'inspiration, mais en tout cas, c'est un modèle de ce que peut être le roman pour moi. On dit que Zola était naturaliste, mais vraiment dans les deux sens du terme, c'est-à-dire à la fois proche de la nature, mais aussi très très documenté et fidèle à sa société. Et chaque livre de Zola, vous êtes emporté dans une histoire que vous suivez parce que vous avez envie de savoir ce qui se passe. Et en fait, chemin faisant et sans même le remarquer, vous apprenez tout un milieu, tout un environnement, que ce soit les mineurs ou les financiers dans la Curée ou les grands magasins dans... je ne sais plus comment il s'appelle. Le bonheur des dames. Merci, au bonheur des dames. Et alors, après avoir écrit ce livre, j'ai lu La Terre de Zola, que j'avais jamais lu. Qui n'est pas le plus facile. Hein. Qui n'est pas le plus facile, qui n'est pas le plus connu, mais alors non. Qui m'a fait penser à mon livre. Et Zola descend dans la noirceur totale de tous ces personnages avec une jubilation incroyable. Personne n'en réchappe. Personne n'est sauvé. La sœur laisse son frère mourir de froid chez elle. Le fils tue le père. Le petit-fils viole la grand-mère. Enfin, c'est vraiment absolument totalement cynique et sordide. C'est d'ailleurs fait scandale à sa publication. Et pourtant, d'abord, il y a des très belles descriptions des paysages de la Beauce, en l'occurrence. On tourne les pages. Et il y a même un moment qui m'a quand même fait sourire, où il y a un candidat à la députation, donc sous le Second Empire, qui vient faire un grand discours aux paysans qui n'y comprennent rien et qui leur parle justement de la modernisation du réseau d'eau, qui va faire un petit aqueduc. Et Zola, il est très renseigné sur sa société, même sur les questions agronomiques. Il met en scène de plusieurs manières de faire, des paysans très traditionnels, et puis le gars qui essaye de faire de l'agriculture moderne pour l'époque. Il s'est sans doute documenté avant. Et donc, voilà, Zola, il avait ses carnets, il passait plusieurs mois à faire un travail d'enquête, c'était aussi un journaliste d'ailleurs. Et c'est vraiment exactement ce que je fais. Je passe des mois à faire des enquêtes qui sont très amusantes à faire en plus, où je vais sur le terrain, je note les couleurs, les sons, la manière dont les gens parlent, je me documente sur les aspects plus scientifiques ou administratifs. Après, il ne faut pas que ça soit trop lourd dans le livre, mais en lisant Zola aussi, je me fais la réflexion que parfois, il y a des paragraphes un peu techniques. Bon, mais tant que ça ne dure pas trop, c'est pas grave, parce que ça donne une couleur. Et même si on ne suit pas tout,
bon, voilà, on n'est pas obligé de savoir ce que c'est le sage. Je dois dire que je me suis un peu perdue dans les sigles, parce qu'il y en a quand même beaucoup à propos de la gestion justement de ces énarques qui nous pondent des circulaires, et plus elles sont compliquées à comprendre et mieux c'est pour eux sans doute, parce que les citoyens tout seuls ils sont pas capables de se prendre en charge. Mais en fait c'est pas très grave. Au début je me suis dit bon, il y a plein de choses que je comprends pas, sage, machin, tout ça. Et puis après je me suis dit je m'en fiche, je continue ma lecture, et effectivement ça donne une espèce de, il y a un arrière-plan, hein, on sent bien la pesanteur de tout ça, mais voilà, et c'est présent, et c'est important que ça le soit, mais c'est pas grave si on comprend pas. Voilà. C'est pas grave si on sait pas. Exactement, ça donne un effet de réel. C'est comme dans La Curée, oui. Zola décrit les mécanismes financiers des investisseurs du Paris haussmannien. Bon, si on les comprend pas, c'est vraiment pas très grave, mais probablement qu'à l'époque, ça faisait sens pour certaines personnes. Et puis, en revanche, ça lui permet aussi de donner simplement aussi des informations sur la société dans laquelle on vit. Alors, on parlait de Zola tout à l'heure. Vous avez fait un petit clin d'œil. J'ai trouvé ça rigolo. Vous avez nommé la promotion d'énarque à laquelle appartient un petit coup de cristalline. Allez, la promotion, gâté, la promotion de l'ENA à laquelle appartient Martin. Donc, eh bien, vous l'avez nommé la promotion Zola. J'ai trouvé ça. Je l'ai oublié, mais oui. Ah, vous l'aviez oublié. Bonne référence. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a plein de personnages. Alors on va les citer un peu. Il y a un ministre trop pressé. Il y a une naturopathe bouddhiste, Léa, que je trouve très intéressante. Oui, elle était déjà présente dans Humus. Elle était présente dans Humus, mais oui, enfin, mais elle a ressuscité. Oui, alors effectivement. Alors non, mais j'ai bien relu Humus et heureusement, il n'était absolument pas précisé nulle part qu'elle était morte. Elle était simplement dans la fontaine. Voilà. Bon, mais elle était grise. Dans la fontaine, elle était grise quand même. Hein. J'ai lu ça tout à l'heure, moi. Elle était un peu grise, elle était immobile, mais enfin, elle n'était pas morte. Voilà. Et puis finalement, elle s'en est sortie. Super. Tant mieux pour nous. Voilà. Et elle a une fonction importante dans le village que je vois dans les villages d'aujourd'hui. Quand on se promène en Normandie, on voit plein de plaques. Naturopathe, énergéticien, auriculothérapeute. Bon. Et en fait, c'est des gens qui font tout un panel de médecine alternative. De massage, de travail avec les plantes, etc. Et qui, en plus, dans un contexte de désert médical, deviennent vraiment une référence deviennent des nouveaux rebouteux, parfois d'ailleurs avec des techniques tout à fait valides, et un peu des sorciers. Et Léa, c'est exactement son rôle, elle accueille, et puis des psys, en fait. Les gens y vont parce qu'ils ont un peu mal, et puis aussi elle accueille leurs paroles. Voilà, exactement. Ils ont un endroit où aller parler dans des villages qui sont aujourd'hui très déstructurés, où très souvent il n'y a plus du tout de lieu de rencontre, et où en fait, même quand on est à la campagne, les gens parfois se connaissent aussi peu leurs voisins que dans un immeuble de ville, et où les sociologies sont très différentes, les milieux très hétérogènes, les métiers n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc là, on est très loin, pour le coup, de l'époque de Zola. Voilà. Et donc, elle remplit cette fonction dans le village, mais en plus, c'est vrai qu'elle incarne un rapport à l'eau qui est très, très poétique et très lié évidemment à la pureté. Et alors, sur la pureté, il faut quand même dire un mot, c'est que chez Bachelard, par exemple, il nous explique que, dans son livre sur l'eau, que c'est pas l'eau qui est pure, c'est la pureté qui est eau. C'est-à-dire que notre idée de pureté, quand on parle d'une ligne architecturale pure, d'un comportement pur, cette idée qui est assez claire quand même dans notre esprit, vient originellement de notre rapport à l'eau, qui est d'abord chimiquement le solvant universel, c'est-à-dire que si vous restez assez longtemps sous l'eau, tout est lavé, tout est pardonné quelque part, tout est effacé. Purifié. Et c'est vrai que quand vous avez un choc dans la vie, ou un incident, ou une altercation violente, moi, ça m'est arrivé une fois, où j'ai passé un moment sous la douche, on ne se savonne pas, mais on laisse l'eau glisser. Et Léa, incarne à l'extrême, en fait, cette sensibilité-là, cette pureté en plus qui va être souillée dans son cas. Et puis aussi une forme, alors chacun de mes éléments correspond à une certaine sexualité. Alors dans Humus, c'était la pansexualité, cette espèce d'hermaphroditisme fou, un peu chtonien, très lié d'ailleurs à la sexualité du ver de terre lui-même, qui est tout à fait étonnante. Et dans Aqua, en revanche, c'est plus la sexualité en un seul mot. Le fait de ne plus avoir ce qui est d'ailleurs très à la mode aujourd'hui, enfin il y a toutes sortes de gens qui se reconnaissent, sont souvent des asexuels,
de ne plus éprouver, de plus avoir envie d'éprouver en tout cas de désir. Et je pense que contrairement à ce qu'on imagine et à ce qu'on voit parfois dans les pubs où les gens sont dans l'eau et batifolent et c'est la pub de l'imaginaire va inné, en fait l'eau est plutôt, enfin c'est mon sentiment, j'essaye de le faire transparaître dans le livre, un élément de méditatif qui presque nous abstrait de notre propre corps. Et une expérience de ça qui m'est arrivée une fois et qui est à la fois excitante et terrifiante, c'est quand on va dans une eau très très froide. Bon, au début c'est difficile et tout ça, puis il y a un moment, après ça va, et puis après il y a un moment où ça devient un plaisir incroyable, mais un plaisir qui n'est, on ne sent plus son corps justement, et qui est je pense assez proche du plaisir méditatif où les pensées s'évacuent. Et c'est un moment très dangereux puisque c'est le début De l'hypothermie et de la mort, l'hypothermie, non? exactement. Et en fait, on est entraîné comme ça dans cette jouissance d'une eau très froide, on est entraîné vers la mort, littéralement. Et le moment où on commence à prendre vraiment plaisir, il faut tout de suite en partir. Et elle vit ça parce que. Vous allez me dire que je suis un peu trop farfelu dans le texte, mais elle se baigne dans le château d'eau du village, dans le petit réservoir semi-enterré. Et en fait, c'est des choses qu'on m'a racontées. Des pratiques qui existent, hein, ouais. bizarrement. Il y a des gens qui viennent fracturer les châteaux d'eau pour se baigner dans des endroits que j'ai été visiter où il y a non seulement de l'eau très froide évidemment, mais il y a aussi de l'écho, puis il n'y a pas de lumière. Enfin, il y a quand même toute une espèce de... Une ambiance particulière. Ouais, tout un environnement qui est assez propice aux expériences extrêmes. Donc, il y a cette Léa que moi je trouve particulièrement attachante, puis qui introduit vraiment beaucoup de poésie, on va dire, dans votre récit. Alors, il y a une préfète amoureuse, hein, un peu déçue. Il y a aussi Théo, voilà, cet adolescent taiseux, presque dont on pourrait penser qu'il est autiste, mais finalement, il réfléchit, il est capable peut-être de peut-être présenter des solutions. Voilà. Et oui, dont il n'est pas dit qu'il ne revienne pas dans le prochain. Ah, oui. Je me le garde sous la main, en tout cas. Voilà. Et puis alors, il y a un collapsologue absolument savoureux, Selim. Selim ou Salim? Selim. Et qui est flegmatique, il est absolument prêt pour le grand effondrement. Et il fait tout ce qu'il faut, des citernes, il se documente pour savoir qu'est-ce qui se passera quand il n'y aura plus rien, hein, voilà, après ce grand effondrement. Et il est vraiment savoureux, celui-là. Donc j'espère qu'on va le retrouver aussi dans le troisième. Pas sûr, là? Mais vous me donnez une idée, il faut que je vois. Voilà, parce que là, vraiment, il y a des moments, il y a des moments délicieux avec ces personnages. Voilà, parce que le propos de votre livre, c'est un propos sérieux, c'est un propos, je veux dire, sur une question que vous avez travaillé, puisque vous avez fait beaucoup d'enquêtes documentaires aussi, mais grâce aux personnages que vous déroulez, grâce au cadre restreint dans lequel ça se passe, ça prend, comment dire, la mayonnaise prend beaucoup plus facilement que si vous aviez fait quelque chose d'un peu plus général. J'espère, puis je me suis aussi laissé entraîner par mes personnages, y compris à titre personnel, parce que par exemple, si on prend Salim, pour décrire un peu sa vie, j'ai été chercher des manuels de survivalistes qui, sur 60 pages, expliquent comment on peut gérer son eau pour n'en consommer que 5 à 10 litres par jour et satisfaire tous ses besoins. On les met dans des citernes donc, qui sont... on récupère l'eau de pluie, on met dans des filtres. Voilà, ensuite on construit des filtres un peu artisanaux, mais enfin qui fonctionnent. Et puis après, surtout, on réutilise plusieurs fois la même eau. Donc je ne sais jamais dans quel ordre c'est. Il ne faudra pas se tromper le jour du grand effondrement, mais enfin c'est l'eau de la douche et l'eau pour faire bouillir les légumes et l'eau pour laver par terre, etc. En fait, c'est la même eau qu'on recycle plusieurs fois. Ce que faisaient d'ailleurs les anciens, dont Pierrette, qui n'a aucune envie de revenir à ça. Mais en fait, à force de... Et puis donc Salim, il attend la rupture d'eau avec une gourmandise incroyable. Il dit enfin, on y est. Enfin, je vais être valorisé à ma juste valeur. Pardon. Et oui, à force de dire ça, je me suis dit, mais en fait, ils ont un peu raison, quoi. Donc je me suis fait une citerne chez vous moi-même qui alimente les toilettes, le jardin, mais enfin qui est toute prête pour alimenter tout le reste. Parce que je trouve qu'il y a quand même une certaine, bon, sans être totalement collapsologue, mais disons qu'on gagne une certaine liberté personnelle à savoir qu'on peut être indépendant du réseau, au moins pour les besoins vitaux. Pendant un certain temps. Pendant un certain temps, et puis il faut bien s'entendre avec ses voisins aussi. C'est mieux, oui.
Alors, ce livre, c'est aussi pour vous la possibilité de nous parler. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. J'aurais bien aimé que vous développiez un peu plus Oui. la théorie des communs Ah oui. d'Elinor Ostrom, qui a été, qui a eu l'équivalent, enfin, le prix de la banque suédoise en 2009, mais on dit le prix Nobel de Ouais. l'économie. Hein. Elle est la théoricienne des communs. Il se trouve que moi, je suis bretonne et que dans une petite ville à côté de Nantes, il y a une gestion commune de certains espaces verts. Ouais. Ils ont réussi à faire ça. Ils ont réussi à. Alors, je ne sais pas si c'est en fonction des 8 fameux principes que vous détaillez dans le livre, cette gestion où il y a une capacité collective locale à résoudre les problèmes fondamentaux par des actions concrètes plutôt que cette action ne soit imposée par des acteurs externes et verticaux. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça m'a beaucoup... ces 8 principes... Et puis alors, ce qui est très intéressant, c'est que Martin, au fur et à mesure qu'il les lit, alors, il prévoit des objections, forcément, quand on énonce une théorie aussi comment dire, qui va à l'encontre de beaucoup d'idées reçues, forcément, on a toutes les objections qui se présentent. Mais au fur et à mesure qu'il présente les objections, hop, dans le paragraphe d'après, elle a la parade. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant, ces fameux 8 points communs d'Elinor Ostrom. Voilà. Voilà, pour resituer, effectivement, c'est Ostrom qui apparaît juste à la fin, parce que après Ah oui, 400 pages, je me suis dit, j'ai peut-être droit à un tunnel. Si le lecteur a passé 400 pages, je peux lui mettre 10 voilà. pages sur Elinor Moi, je me suis Ostrom. trouvée bien dans ce tunnel, vous voyez. Ou dans un tuyau, pour être plus proche du livre. Mais donc, mais ça sous-tend quand même un peu tout le livre, Bien parce sûr. que Maria a fait sa thèse sur les communs. Bon. Alors, au début, on n'en parle pas trop, et petit à petit, on comprend mieux ce que c'est. Et donc, juste pour résumer la théorie d'Ostrom, donc Ostrom a effectivement eu son prix Nobel d'économie en 2009 sur les communs. C'est pas elle qui a inventé le terme. La tragédie des communs, ça date des années 60. Mais c'est la question qui se posait dès le XVIIe siècle, c'était les espaces communs, les pâturages, les bois, les sources, les lacs où il y a des poissons, appartiennent un peu à tous et un peu à personne. Donc, du coup, le risque, c'est que les gens les surexploitent parce qu'ils n'en sont pas responsables, et puis qu'après, plus personne n'ait rien. Donc, face à ce risque de parade, l'État, qui administre, qui dit, bah, alors, de telle période, vous n'avez pas le droit de couper plus de temps de bois, bon, c'est Martin Jobard. Le marché, qui donne des droits de propriété privée, ça a été tout le mouvement des enclosures anglaises au XVIIe siècle. Et puis, cette troisième forme, dont Elinor Ostrom fait la démonstration, mais aussi qu'elle exemplifie à travers l'histoire, c'est les communs, c'est-à-dire, en fait, ceux qui utilisent, qui exploitent ces lieux, sont tous intéressés à ce que personne ne les surexploite. C'est leur intérêt bien compris. Que tout le monde puisse en jouir. Et que tout le monde puisse en jouir. Finalement, ils ont développé au fil des âges une espèce de connaissance technique qui n'est peut-être pas formalisée, verbalisée, comme pourrait le faire le savoir analytique de Martin Jobard, mais qui est néanmoins fondée sur l'expérience et qui donc a un sens. Et puis, ils sont bien obligés de se mettre d'accord. Et donc, il faut qu'ils se parlent. S'ils ne se parlent pas, c'est sûr que ça ne va pas marcher, qu'il y en a un qui va mettre tous ses moutons, et puis l'année prochaine, il n'y aura plus d'herbe pour personne. Ou qui va couper tout le bois. Mais s'ils se parlent, qu'ils se regardent, qu'ils conversent, qu'ils se disputent, qu'ils aboutissent à une forme de consensus, ça peut marcher. Et non seulement ça peut marcher, mais ça a marché, puisque pendant des milliers d'années, ça a été des usages extrêmement répandus. Et surtout, c'est encore dans le monde, en Indonésie avec les pêcheurs, y compris en France. Alors, je ne sais pas si c'est le cas là, près de Nantes, mais les sections de communes, en termes administratifs, il y en a encore 30 000 qui existent, qui fonctionnent selon ce principe-là. Et aujourd'hui, l'État n'a qu'une obsession, c'est de les réintégrer au droit administratif, c'est-à-dire de les municipaliser, parce que l'État déteste cette forme un peu d'anarchie, d'autogestion fonctionnelle. J'ai participé récemment à un colloque au Sénat avec les deux vice-présidents. C'était assez intéressant parce qu'il y avait un communiste et un centre droit qui se retrouvaient sur l'autogestion, en fait, les Tocquevilliens et les Anards, et Descola, l'anthropologue, sur ça, et qui nous expliquait que depuis 2013, on n'a plus le droit de créer des communs, des sections de communes, alors même que c'est un outil très puissant sur la crise écologique, puisque en fait, ça permet aux habitants d'être naturellement responsables et d'avoir un intérêt naturel à préserver la ressource pour eux-mêmes et pour les suivants. Pour les suivants, parce qu'elle n'est pas cessible, elle est hors du marché. Voilà. Et donc, mais alors, tout ça, justement, si j'avais écrit un essai, j'aurais dit les communs, et puis on aurait dit, bon. Mais là, ce qui m'intéresse dans le livre, c'est de les faire, de voir si ces communs peuvent advenir avec des vrais gens. Si ça peut des advenir, vrais gens pas ouais. gentils, que sont mes personnages. Et dans quelles circonstances? Et effectivement, les 8 conditions d'Ostrom, c'est aussi une question de circonstances. Et dans ces circonstances, il y a la crise, et puis il y a l'aspect vital, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit une ressource limitée,
mais aussi une ressource dont personne ne puisse se passer, telle que l'eau, ou le chauffage, ou les ressources alimentaires. Et donc, à la fin du livre, il y a cette espèce d'expérimentation de commun, où là, je connaissais suffisamment, donc c'est un peu institutionnalisé, ça ne se fait pas comme ça se fait dans un lieu quand même. Et d'ailleurs, j'ai lu pour écrire ce livre aussi une monographie d'Antoine Follin, qui est un historien assez spécialisé sur le village au Moyen-Âge, qui raconte que toutes les semaines après la messe, le village, les chefs de famille se réunissaient et discutaient des problèmes du village et aboutissaient à des conclusions qui étaient notées par écrit, qui avaient force de loi, et il était marqué le village en état de commun a décidé que. Donc on a eu cette pratique en fait beaucoup plus quotidienne de la démocratie directe, démocratie sans chef en fait. À laquelle vous êtes attaché, je crois. Hein. Je pense que ça serait, justement, le livre essaye de voir, est-ce qu'on peut dans une société aussi intermédiaire qu'est la nôtre, aussi administrée, aussi normée et aussi, avec plein d'échelons, et aussi individualiste, parce que tout ça va ensemble, est-ce qu'on peut recréer ça et dans quelles circonstances? Et donc à la fin, j'ai mes personnages tels qu'ils sont, je les connais parfaitement, je les mets dans cette espèce d'espace un peu institutionnel. On ne dira pas ce qu'ils ont. On ne dira pas ce qui se passe, mais je les laisse faire. C'est-à-dire que dans l'écriture, bon, le livre il est assez structuré, j'ai un plan assez clair au début, mais sur la fin, je ne savais pas. Et je les ai laissés vivre en fait, parce que en revanche, ce que je savais, c'est comment ils allaient réagir, parce que je les connaissais suffisamment. Et donc tous ces gens-là que pendant 400 pages, on a appris à connaître, je les mets ensemble, je les mets face à un problème, je les laisse discuter, et je vois ce qui se passe. Mais c'était vraiment comme une expérimentation en labo, quoi. Et quelque part, s'ils y arrivent, ou s'il y a l'espoir qu'ils y arrivent, c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Parce que si eux, avec tous leurs vices, peuvent parvenir à une forme de collectif fonctionnel, à refaire village, quoi, en un sens, ou à faire village tout simplement, c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Et c'est quelque chose qui ensuite peut c'était toute la théorie d'Ostrom, qui doit se généraliser, y compris dans les villes, y compris dans les quartiers. C'est pas juste pour les petits villages normands. Alors c'est vrai que ce livre, il est beaucoup plus optimiste que Humus. Hein. Vous laissez les portes ouvertes, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que ce que vous avez appelé Manon des sources, autant des intercommunalités, hein, c'est vous qui avez utilisé cette locution. Ce livre, il pose plein de questions. Hein. Les questions, par exemple, quand les idéaux et l'idéologie sont confrontés au réel, jusqu'où on doit s'acharner, jusqu'où on peut s'acharner. Est-ce que c'est céder, C-E-D-E-R, hein, ou céder aussi, S'-A-I-D-E-R, c'est forcément perdre? Est-ce que le pouvoir isole nécessairement? Est-ce que les humains sont trop égoïstes pour être guidés par un intérêt commun? C'est autant de questions. Est-ce que le pouvoir corrompt définitivement ou pas? C'est autant de questions qui sont posées à travers le cadre de ce village, de ces personnages. Et encore une fois, avec la petite lecture que je vous ai faite tout à l'heure, vous avez compris que c'était pas du tout triste, qu'il y avait vraiment des moments où on sourit. Il a quelquefois la plume vacharde, hein, ça peut arriver. Hein, oui, mais je me l'applique à moi-même, puisque oui, c'est comme vrai. Hitchcock, il y a toujours un Gaspard qui apparaît sur quelques pages qui s'en prend plein la tête, voilà. qui est un peu mon moi antérieur. Et du coup, je me dis, bon, du coup, c'est juste, quoi. Ça me donne une légitimité pour critiquer les autres. Voilà, pour critiquer les autres. Voilà. Donc, voilà, on peut dire que Aqua embrasse un certain optimisme quand même, teinté d'ironie, c'est vrai, qui trace une voie libre dans un monde qui est contraint de faire village un peu. Hein. Et ce livre, on le referme, je trouve qu'on est stimulé, on a réfléchi, on a vraiment suivi pas à pas tous ces personnages, on ne s'est pas ennuyé une seule minute, et bravo. Non, merci pour cette lecture, très juste. Merci. Voilà, là, ça fait à peu près 3/4 d'heure qu'on est ensemble. Peut-être que c'est au public de poser quelques questions s'il en a sur ce livre, peut-être sur le précédent, mais c'est surtout sur celui-là que nous sommes là ce soir. La parole est à vous. Merci. Je vais beaucoup voir les gens, je vais beaucoup me promener. J'envoie des centaines de mails à des scientifiques, des administrateurs. Par exemple, pour aller sur. Des fois, le plus difficile, c'est pas tellement d'avoir accès au préfet, en fait. C'est plutôt d'avoir accès aux gens du terrain qui vont m'ouvrir les portes des petites sources, des châteaux d'eau, à qui il faut inspirer confiance. Donc, c'est parfois un travail de long terme. Je vais passer, je sais pas, plusieurs jours avec eux, et puis
je vais les contacter plusieurs fois, on va parler, ils voient que je suis sérieux, ils voient que je m'intéresse vraiment au truc, et puis petit à petit, ils sont en confiance et ils vont me montrer les choses, et puis à la fin, ils m'appellent en disant ah, j'ai un super château d'eau, là, il faut vraiment que tu viennes. Donc, d'ailleurs, c'est agréable parce que je rencontre des gens et je me fais des amitiés quoi, en faisant ces reportages. Bon, il y a un côté aussi documentation qui, pour le coup, là, a été plus fastidieux sur l'eau parce que il y a toutes ces politiques publiques qui sont absolument incompréhensibles et j'ai vraiment pas été au bout. Hein, c'est déjà voilà. Et en plus, il y a ce que j'appellerais dans ce pays une insécurité narrative puisque l'arrière-fond législatif du livre, c'est qu'il y a aujourd'hui un transfert obligatoire de compétences eau des communes aux intercos. Et il se trouve que j'étais en pleine écriture du livre quand Michel Barnier, dans son discours de politique générale, sans que personne ne lui demande, a tout d'un coup expliqué que non, c'était fini et que désormais les communes qui n'avaient pas fait ce transfert pouvaient rester autonomes. Et donc nous, on fait quoi, les écrivains? Parce que en plus, lui, il part 2 mois après, et donc on ne sait pas du tout ce qu'il advient de cette loi, alors que j'avais déjà toute ma fin bien structurée. Donc j'ai dû remanier mes chapitres. Donc on colle, à force de coller au réel. Des fois, le réel est hélas très fluctuant. Euh, non, donc que dire d'autre? Mais j'ai été par exemple dans des foires d'eau à Rennes. Il y a une grande foire d'eau régionale. Et là, on découvre que sur 10 000 mètres carrés, il y a 500 exposants qui montrent les nouveaux tuyaux, les nouvelles pompes, les nouveaux dispositifs d'osmose inverse. Alors évidemment que ces tuyaux et ces pompes, bon, je prends des photos, etc. Je regarde, mais je ne vais pas les décrire pendant 50 pages. Mais là aussi, ça donne une ambiance. Par exemple, ce que j'ai réalisé en allant dans cette foire, c'est à quel point c'était un milieu d'abord. Enfin, c'était contrairement peut-être à la question des sols, l'eau, c'est une vraie économie. Il y a des milliards. Les grands syndicats d'eau sont extrêmement puissants. Le syndicat d'eau de Paris, c'est vraiment une entreprise avec des gens qui voyagent dans le monde entier, des DRH, des cabinets. Donc on se rend compte de ça. On se rend compte aussi, par exemple, j'étais dans cette foire d'eau, il y avait donc ces 10 000 mètres carrés dévoués aux tuyaux, globalement. Et puis il y avait une petite salle sur les nouvelles pratiques de l'eau, où là il y avait des gens qui faisaient des conférences sur l'hydrologie régénérative, la ville sans tuyaux, enfin des trucs un peu plus écolos. Et là il y avait 50 personnes dans une petite salle, donc on voyait à quel point c'était minoritaire. Alors que quand on est juste dans les livres, en fait, on est assez attiré naturellement par ces théories-là que Charlène Descolonges, qui est une jeune hydrologue, est très active pour défendre. D'ailleurs, elle sort un livre là, dans les jours qui viennent. Mais bon, quand on se retrouve dans la foire de l'eau, on se rend compte que c'est pas encore grand-chose. Et puis on visualise la logique des tuyaux, parce qu'effectivement, il y avait des tuyaux partout. Et c'est comme ça que les ingénieurs ont conçu depuis 2 siècles la gestion de l'eau, aussi pour de bonnes raisons. Hein, c'est des tuyaux, et donc en fait, l'eau est considérée comme de l'énergie, comme si c'était de l'électricité, c'est-à-dire il faut qu'elle aille d'un point à un autre, et le trajet, on s'en fout. Et tant qu'on a de l'énergie, c'est-à-dire des usines de dessalement d'eau de mer et des pompes, et ben finalement, on n'aura jamais de problème d'eau. Alors que les scientifiques, les hydrologues, disent pas du tout ça. Ils disent, mais l'eau, quand elle va d'un point à un autre, en fait, c'est le chemin qui est important pour elle, parce que si elle méandre, elle va alimenter des écosystèmes. Et l'eau, d'ailleurs, elle n'est jamais droite dans la nature. C'est nous qui l'avons rendue rectiligne en aménageant les berges, par exemple, pour qu'elle coule. Mais le problème, c'est qu'elle coule trop vite. Alors que qu'est-ce qu'essaye de faire le vivant sur les terres émergées? C'est de retenir l'eau, que ce soit nous dans nos corps, dans les alvéoles de nos organismes, que ce soit le sol, que ce soit les plantes, on retient le plus possible l'eau, que ce soit la rivière qui méandre. Et quand elle va trop vite, on la perd. Alors que si on arrive à la retenir, bah, finalement, on évite beaucoup de problèmes de sécheresse. En fait, on crée une bassine naturelle, qui est le sol lui-même. Mais tout ça, on se rend compte quand on voit tous ces tuyaux hyper modernes, que ce n'est pas du tout intégré à la logique de l'économie de l'eau actuelle. Voilà, donc c'est juste un exemple du fait que aller sur le terrain, aller dans ce genre de foire de l'eau à Rennes à 7h du matin sous une pluie battante dans la zone commerciale, c'était pas ce qui est le plus drôle, mais ça permet de réaliser des choses que la recherche livresque ne pourra jamais assurer. Et c'est ce que j'avais fait. Enfin, j'avais fait des livres de reportage. J'avais parlé de mes premiers livres sur les voyages d'un philosophe au pays des libertés et tout ça. Toujours confronté quand même quand je faisais des choses plus théoriques, mais même quand je faisais des essais, il y avait toujours quand même une espèce de confrontation au réel qui est d'abord plus amusante. Moi, je trouve ça très sympa à faire. On est tout excité quand on va à la foire de l'eau. Et puis qui simplement est plus vrai, enfin, qui permet de ne pas jouer. Il y a trop de philosophes ou de collègues intellectuels qui, une fois qu'ils ont défini un système de pensée à l'âge de 30 ans, ils n'en sortent plus.
Et c'est facile, en fait, de constamment constamment tout réfuter, d'être dans son sillon. Et le réel force justement à prendre des chemins de traverse et des canaux. C'est plus intéressant, évidemment. Si, absolument. Absolument, mais il y a d'ailleurs, j'aurais dû la prévenir, j'ai pas pensé, mais il a il a des disciples, puisqu'à Montpellier, il y a une géo-hydrologue, une spécialiste des vers de terre qui est très active, qui s'appelle Céline Pelosi, bon, et qui connaît justement Boucher. Et donc, effectivement, le modèle de Marcel Combes dans le livre, c'est absolument Marcel Boucher. Alors, regardez les conférences de Marcel Boucher sur YouTube, c'est assez extraordinaire parce que dans le livre, je le décris un peu, il ressemble à Jean Gabin, quoi. Il est assez âgé, mais il a beaucoup de charisme. Enfin, c'est pas comme ça qu'on imagine un spécialiste des vers de terre. C'est quelqu'un d'assez flamboyant. Déjà, imaginer un spécialiste de vers de terre, c'est pas forcément immédiat. Mais Il vous faut un savez, peu de c'est temps. aussi ça le problème, c'est que ça fait 2500 ans qu'il nous semble très naturel d'avoir des astronomes qui sont très considérés, d'avoir Thomas Pesquet est un héros national parce qu'il va dans les étoiles. Donc tout le monde regarde le ciel et tout le monde investit dans le ciel. Et d'ailleurs, il y a combien de milliards qui sont dépensés pour aller sur la Lune ou de nouveau ou sur Mars ou pour construire des télescopes géants et tout ça. Tout ça ne sert à rien sauf à la connaissance pure. Et en revanche, la Terre, c'est-à-dire un truc vraiment vital, extrêmement important, qu'en plus on maltraite parce qu'on la connaît mal, qu'on dégrade nos sols, que c'est très grave, je pense. Euh, Finalement, la science de la Terre est très récente, elle date de la fin du 19e siècle, la pédologie. Le premier livre sur les vers de terre, c'est Darwin, à la même époque. Et donc c'est très récent en fait que l'humanité s'intéresse à ce qu'il y a sous ses pieds, alors que ça fait 2500 ans qu'on regarde le ciel. Et donc ça nous fait bizarre de penser à des spécialistes de vers de terre, mais alors qu'il doit y en avoir tellement plus et qu'il devrait être tellement mieux financé. Aujourd'hui, on connaît quelques centaines des 4000 espèces de vers de terre qui existent parce que en fait, la science est balbutiante et que c'est quand même, comme l'écrit Darwin à la fin de son livre sur les vers de terre, quand même Charles Darwin lui-même, c'est l'animal le plus important de l'évolution naturelle, dit-il, parce que c'est grâce à lui, c'est lui qui laboure la terre, qui permet au reste du vivant de prospérer. Et il n'a pas été démenti par la science contemporaine. D'ailleurs, c'est un livre très marrant, le livre de Darwin sur les vers de terre, parce que c'est une époque où la science est quand même accessible. C'est-à-dire que le lecteur, c'est à la fois un livre de spécialiste. Aussi un peu de vulgarisation quand même. Mais c'est-à-dire que la différence à l'époque... L'envie de dire. En tout cas, à l'époque, il n'y a pas trop de différence, il n'y a pas trop de notes en bas de page, et donc c'est fait pour les scientifiques, mais c'est lisible. Et il y a des dessins de vers de terre. Et puis il a toute cette, il va voir les ruines romaines parce qu'il se demande pourquoi les ruines sont sous le sol. C'est vrai ça, pourquoi elles sont sous le sol? Mais c'est pas parce qu'elles sont descendues, parce qu'elles se sont immergées dans le sol, c'est parce qu'en fait le sol est monté au-dessus. Et comment le sol est monté au-dessus? Par l'action du vent et de la poussière, mais aussi beaucoup par l'action des vers de terre qui construisent leurs petits turicules et qui petit à petit vont créer 10-20 cm de sol qui donc enterrent les ruines, mais en fait elles les submergent, quoi. Alors, en tout cas, moi, je vous engage vivement à les regarder de plus près, éventuellement les acheter si vous le souhaitez, hein, vous les faire dédicacer aussi, à lire le précédent. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans celui-là, c'est que il y a une espèce d'ouverture quand même. Il y a une espèce d'ouverture, et puis que ces personnages sont très fouillés et qu'on a envie de les suivre. Voilà, on a envie de les suivre. Voilà. Donc, merci à vous. Et puis, voilà. Merci.